questionnaire s'adresse à vous, professionnels de santé, du département de Meurthe-et-Moselle, que son objectif est de vous apporter des informations sur l'état actuel des connaissances en matière de Covid long, mais aussi et surtout sur la mobilisation départementale autour de cette pathologie nouvelle, dont le repérage et le diagnostic sont encore complexes. Cette mobilisation regroupe notamment les acteurs qui interviendront les uns après les autres et qui figurent dans le programme. Nous avons choisi donc de faire intervenir après le représentant des usagers, des professionnels qui sont en mesure de vous aider à prendre en charge vos patients et qui constituent la cellule de coordination départementale Covid long que nous coportons avec la délégation départementale de l'ARS. Cette cellule a été mise en place à l'automne 2021. Elle a pour essentiel objectif de permettre d'accueillir la plainte des patients et d'élaborer un parcours de proximité fléché, lisible et efficace, facilitant également les orientations par les professionnels de santé que vous êtes. On va écouter pendant quelques minutes, alors on s'est donné un temps d'1 heure, ce qui fait des interventions très courtes, mais qui permettront à chaque fois de cibler les sujets. On va commencer par l'écoute de Monsieur Jean-Michel Meyer, qui est président de France Assos Santé Grand Est et qui a toujours été à nos côtés, enfin France Assos, pour venir pour construire avec nous. Donc votre présentation s'appelle... Groupe de parole Covid long, normalement. Groupe de parole Covid long. C'est exactement ça. Donc, je vous remercie de votre invitation. Est-ce que vous voyez mon écran? On le voit très bien, merci. Parfait, parfait. Donc, je vous remercie de votre invitation. On nous a sollicité sur une expérience de père aidance mise en œuvre par France Assos Santé Grand Est. Donc, que je vais vous présenter très rapidement. Je ne serai avec vous que jusqu'à 13h30, puisque j'ai des fonctions juridictionnelles et j'ai une audience qui est programmée à 13h45. Donc, je devrais vous quitter pour rejoindre en fait le tribunal. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. En fait, donc une expérience de père aidance, on va commencer par une petite définition. Donc, la père aidance, c'est une trajectoire de rétablissement en santé qui repose en fait sur une entraide entre personnes ayant été ou étant atteintes d'une maladie somatique ou psychique. La pérédance vise à l'autonomisation en fait, des personnes malades. La pérédance, elle contribue en fait, à l'amélioration du respect du droit des usagers. La pérédance, évidemment, contribue au rétablissement en santé des personnes malades. Donc, assez rapidement, dès avril 2020, c'est-à-dire tout au début de l'épidémie de Covid, des personnes malades ont contacté en fait, France Assos Santé pour faire état en fait, de ce qu'elles ont qualifié comme étant un manque dans le dispositif de prise en charge. Elles disent en fait être insatisfaites, elles se disent insatisfaites des réponses qui ont été apportées par les professionnels de santé, incomplètes selon elles. Alors entendons-nous bien, on est en avril 2020, il y a évidemment en fait une carence importante dans la connaissance en fait de cette pathologie, mais c'est pas tellement en fait les réponses médicales en fait qui étaient visées par les personnes. Elles parlaient à un moment donné d'une volonté d'exprimer autre chose. Elles se disaient incomprises par ailleurs dans leur situation de malade et par leurs proches, que ce soit leur famille ou leur environnement social. Elles se disent également dans le besoin d'exprimer en fait un échange avec des personnes qui sont dans la même situation qu'elles et de partager cette expérience. Donc ces besoins qui ont été exprimés par les personnes ont fait écho à plusieurs associations membres de France Assos Santé, en particulier les associations qui sont déjà familiarisées avec les dispositifs de pérédance. Donc des militants de l'accompagnement dans ces assos-là en fait, se sont regroupés. On les a formés à France Assos Santé pour s'assurer d'une méthode d'animation homogène et on a mis en place des groupes de parole de personnes malades de la Covid et de leurs proches. On est toujours en avril, on est entre avril et septembre 2020. On a également créé en fait un groupe spécifique pour les familles endeuillées, puisqu'à cette époque-là, ces questions en fait se posaient. Donc, les réunions se sont tenues mensuellement et en visio. Les participants en fait,
sont de tout le territoire national. Donc, c'est une expérience nationale qui était unique en fait à cette période. Donc, on est la seule délégation de France Assos Santé à l'avoir mis en œuvre. Dès le mois de septembre 2021, seuls des malades de la Covid long participent aux réunions. Donc, il n'y a plus d'autres malades en fait non diagnostiqués Covid long qui participent. Et on a été en fait évidemment très sollicités. Donc nous sommes rapprochés d'une association qui s'appelle Après J20, qui est une association communautaire de malades de la Covid long. Et on a formé une dizaine d'animateurs tous malades en fait, ou d'anciens malades, qui par ailleurs animent 3 autres groupes de parole. Donc France Assos Santé continue d'animer en fait un groupe de 8 à 12 personnes, toutes des femmes, toutes diagnostiquées Covid long. Et Après J20 anime 3 autres groupes de parole dans des modalités qui sont les mêmes. Donc, sur le bilan des attentes et des besoins exprimés, absolument tous les participants de tous les groupes, ceux de France Assos Santé comme ceux d'Après J20, font état d'une errance médicale importante et des difficultés qu'ils rencontrent à trouver un professionnel de santé informé de la Covid long, informé de ses symptômes et informé de la prise en charge en fait, de cette maladie. Absolument tous également pointent en fait la non-reconnaissance de la pathologie comme étant en fait une très grande difficulté pour elles. On parle en fait de déni. Sont notamment pointés en fait dans ces situations les personnels en fait médicaux, mais également en fait le personnel paramédical en fait des établissements de santé et surtout en fait également des experts médicaux, qu'ils soient en fait médecins conseils des compagnies d'assurance ou des compagnies de prévoyance ou de la caisse primaire d'assurance maladie. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, à l'occasion de ces groupes, les participants échangent également en fait, sur leurs symptômes. On a en fait la palette, les syndromes en fait, de fatigue chronique, le brouillard cérébral, les difficultés à mobiliser en fait, la mémoire, les troubles de l'attention, de la concentration, céphalée, difficultés digestives, troubles de l'élocution, aversion syllabique, douleurs musculaires et malaise post-effort. Elles font part également de leurs difficultés en face des lourdeurs administratives considérées comme importantes compte tenu en fait, de leur situation en santé, en particulier s'agissant de la constitution des dossiers d'RQTH. Les personnes disent être rarement en fait, assistées ou accompagnées en fait, dans cette démarche. Elles disent rencontrer les mêmes difficultés de reconnaissance auprès des professionnels DMDPH qu'auprès en fait, des professionnels de santé. Donc, les participants à ces groupes de parole, toujours en fait, tant d'Après J20 que d'une autre, dénoncent de grandes disparités dans la prise en charge en fait, sur le territoire, entraînant en fait, assez souvent des situations de nomadisme, donc des frais exposés en fait, pour les personnes malades à consulter en fait, assez régulièrement dans des centres très éloignés en fait, de leur domicile. Elle dénonce aussi en fait, une grande disparité dans la reconnaissance de l'ALD en fait, pour la pathologie de la Covid. Certaines CEPAM en fait, les acceptant, d'autres non. 25% des participants de ces groupes de parole disent être engagés dans un contentieux, ou amiable ou contentieux, enfin tout, ou en phase amiable ou en phase contentieuse, sur la question de la reconnaissance de l'ALD pour la Covid. Enfin, après maintenant 12 à 18 mois en fait, de maladie, tous disent rencontrer en fait, des difficultés de fond dans leur environnement personnel ou familial. Donc, surgissent des difficultés liées en fait, essentiellement à la maladie, en fait, mais qui ont créé en fait, des difficultés à la fois dans le couple ou dans la prise en charge en fait, de leurs enfants, mais également sociales et professionnelles. Sur ce dernier point, le retour à l'emploi en fait, est dit difficile par tous les participants. 12 mois de mi-temps thérapeutique semble en fait être insuffisant pour garantir un retour en fait, à une activité professionnelle dans de bonnes conditions. Beaucoup disent aujourd'hui être confrontés à des situations qu'elles qualifient de discrimination. Donc, on a, d'ailleurs, en fait, en face de ces situations, notamment pour les questions familiales, ouvert un nouveau groupe de parole depuis le mois de janvier pour les aidants familiaux naturels, pour qu'ils puissent, à un moment donné, toujours sous le schéma de la pérédance, discuter des difficultés qui, pour eux,
de la situation en santé de leur conjoint. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, ça pose bien le tableau hein, de ce qui se passe, de ce qu'on voit. J'ai noté les mots d'errance, de manque d'information, de manque de reconnaissance, de polymorphisme des symptômes, de crise familiale et cette notion d'aidant. Merci en tout cas pour cette synthèse, Monsieur Meyer, effectivement. On va passer la parole au docteur François Goringer pour qu'il nous fasse part pendant une dizaine de minutes de l'état actuel de la science sur cette pathologie et nous repréciser que c'est une vraie pathologie. Je vais partager. Comment il s'appelle ton diaporama? François, je pense. Vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Ah, c'est bon. Je laisse la parole. Mais le PowerPoint n'est pas ouvert, Eliane. Ah mince, moi je l'ai, c'est pour ça. Il faudrait couper les micros. Est-ce que vous voyez là? Oui. Voilà. Donc je prends, pardon François, vas-y. François, moi j'entends pas là. C'est bon, j'ai enlevé mon micro. Ah voilà, c'est bon, vas-y, on t'entend maintenant. Vous m'entendez bien? Donc bonjour Oui. à tous. Donc je suis François Goringer, je suis un infectiologue au CHU et puis dans le bain du Covid long depuis on va dire que les premiers malades les détectés. Donc tu peux passer à la diapo suivante directement pour qu'on accélère un petit peu. Alors, déjà, pour remettre les choses en contexte, on sort, on va être optimiste, on sort d'une pandémie, hein, ça c'est clair, même d'une syndémie, comme on dit, c'est-à-dire quelque chose qui a un impact pas seulement sur le système de santé, sur la santé, mais sur le monde en tant que tel, qu'il soit économique et le travail et compagnie. Mais ce qui s'est passé avec ce phénomène de Covid long était prévisible dès le départ et on était un certain nombre à l'avoir recherché dès le départ parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des grandes épidémies, il y a eu des patients qui ont développé des syndromes post-infectieux, comme on dit. Alors, il y a eu ça après la grippe espagnole, c'est très bien documenté avec des encéphalites neurasthéniques. On sait très bien, même si c'était moins grande ampleur de nombre qu'avec le SRAS en 2000, quand on a suivi en cohorte les patients, 4 ans après, il y en avait encore 40% des personnes qui étaient dans ces cohortes-là, qui étaient des professionnels de santé exposés au SRAS, qui avaient des troubles psychologiques, des syndromes de fatigue chronique, ce genre de choses. On a eu aussi, il y a quelques années, l'intégralité de l'île de la Réunion qui a fait le chikungunya, pour ainsi dire. Et on a eu effectivement des rhumatismes et des syndromes de fatigue chronique post-chikungunya de manière très importante. Voilà, on a la même chose avec Ebola. Donc en gros, ce qui se passe, on devait s'y attendre et c'est un petit peu le second coup près, parce que s'il y a eu la mortalité et la morbidité initiale, le coût sociétal de personnes qui sont en incapacité prolongée peut être très important. Diapo suivante. C'est juste pour voir un petit peu, c'est des chiffres qui sont volontairement un petit peu faux, mais ça donne quand même une bonne idée en fait, de ce qu'est le fardeau.
Si tu peux remettre la diapo, Pardon, c'est oui. une sorte de cascade. On voit que donc il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été donc en France en soins intensifs. Là, c'est les chiffres à peu près qui dataient de l'été dernier, hein. Mais ça n'a pas trop bougé depuis. On est donc à peu près 130 000 personnes qui ont été en soins intensifs. Et là, on sait que quand on était en soins intensifs, 6 mois après, on a 85% des personnes qui n'ont pas tout à fait récupéré et qui ont encore des symptômes prolongés. On tombe à 60% pour les personnes qui ont été hospitalisées, qui sont des plus nombreux, et c'était à peu près 650 000, donc ça fait quand même à peu près des personnes invalides qui ont des séquelles ou des incapacités ou des symptômes prolongés, à peu près pour 400 000 personnes. Et pour les cas ambulatoires, c'est un petit peu plus flou, on est aux alentours de 2-3%, mais par la force du nombre, ça fait énormément de malades. Après, le questionnement qui reste, c'est est-ce que quand on a fait un Covid asymptomatique, on peut développer un Covid long par la suite? Ça, c'est par définition, vu qu'on n'a pas l'infection de départ, faire une relation de cause à effet d'une symptomatologie polymorphe, c'est assez difficile. On voit qu'on est à peu près, quand on regarde un peu sur ces trucs-là, sur à peu près un total de 2 millions de personnes. Et malgré tout, même si c'est tout à fait empirique, quand on voit ce qu'a fait Santé publique France en avril dernier, où ils ont fait avec un échantillon représentatif de la population générale une enquête, de leur modélisation, Santé publique France estimait à 2 millions de Français à cette époque-là, des personnes qui, suite à une infection Covid, avaient encore des symptômes persistants invalidants au-delà de 3 mois après leur infection Covid. Donc, on est à peu près sur le même ordre d'idées. Pour terminer, par rapport à la diapo précédente, il faut se dire que quand on a ces symptômes-là, temporalité ne veut pas dire causalité. C'est toujours très, très difficile de dire, bon voilà, j'ai fait un Covid, j'ai des symptômes après, donc c'est un Covid long. Donc, c'est probablement un petit peu surexprimé, ce chiffre de 2 millions et de 30% des Covid. Quand on regarde sur la seule étude vraiment très bien faite avec un bras contrôle en population générale, on tombe à peu près sur un chiffre de 13% des personnes qui ont fait un Covid qui, plus de 90 jours après, ont des symptômes prolongés qui sont clairement imputables. Donc 13% des millions de personnes qui ont été atteintes, ça fait quand même pas mal de monde. Avec bien sûr une atteinte qui est pas aussi grave pour chacun des patients. Là, on peut passer à la suite. Il ne faut pas oublier aussi que suite à une Covid, il y a des phénomènes probablement donc soit inflammatoires de manière prolongée qui amènent à ce phénomène-là, mais qu'il y a aussi ce qu'on appelle les séquelles, ce qui va être les conséquences des formes sévères. On sait qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont fait des fibroses pulmonaires. Ça fait très très peur. Les pneumologues avaient eu très très peur au début de l'épidémie. Ils se sont dit on va être complètement débordé. Et finalement, il s'avère que c'est une maladie relativement peu fibrosante. Il y en a eu quelques-uns, mais par contre, ça n'a pas été trop le gros du problème. Par contre, c'est une maladie qui fait thromboser dans l'année qui suit. On a quand même dans les 6 mois qui suivent un Covid, qu'il soit grave ou pas grave, une augmentation de près de 200% du risque d'embolie pulmonaire. Sur le plan cardiaque aussi, que ce soit les myocardites, arythmies, on est à plus 84% par rapport à la population qui n'en a pas eu, d'insuffisance cardiaque et les infarctus aussi. Bien sûr, les patients qui ont été longtemps en réanimation ont perdu une masse musculaire, une sarcopénie importante et des fois des neuropathies de réanimation. Les encéphalites, il y en a eu quelques-unes, mais c'est plutôt des histoires de chasse. Les AVC, on est encore sur une maladie vasculaire, plus 52% de risque d'AVC quand on a fait un Covid. Et après, pour finir par la dénutrition, et puis tout ce qui va être les conséquences psychiatriques, que ce soit les maladies du confinement, les états de stress post-traumatique pour les personnes qui se sont réveillées, intubées, ventilées en Allemagne ou dans des situations difficiles ou qui ont perdu beaucoup de proches. Après, pour ces facteurs de risque de forme sévère, clairement, c'est l'âge, et puis après, les comorbidités, et puis probablement que les variants historiques et alpha et delta étaient plus enclins à faire des formes sévères. La suite. Pour revenir vraiment au cœur du problème, par rapport à ça, quand on a un patient qui a fait un Covid, il faut absolument rechercher donc des séquelles ou des décompensations de pathologies associées, ça c'est clair.
on découvre nos patients suite au Covid. On se rend compte que finalement, ils sont BPCO, qui peuvent avoir un d'apnée du sommeil, une hyperactivité bronchique, des choses qui ne sont pas forcément en lien, mais qui sont de toute manière à prendre en charge. On a eu des décompensations cardiaques, des déséquilibres de diabète, voire même des diabètes de novo. Après, la causalité n'est pas forcément là, mais en tout cas, ça fait le lit, on va dire, de pathologies supplémentaires. Et comme je vous l'ai dit, le surrisque cardiovasculaire à ne surtout pas négliger chez les patients, et des décompensations allergiques, et aussi des problèmes des fois un petit peu hormonaux, des déséquilibres de thyroïde, insuffisance surrénalienne, tout ça, et faut avoir tout ça en tête chez un patient qui a fait un Covid et qui vient vous voir parce qu'il se sent altéré. La suite. Enfin, qu'est-ce que vous parle vraiment d'infection post-Covid? Actuellement, il n'y a pas de biomarqueur. Donc, c'est une définition consensuelle qui a été adoptée par l'OMS en absence de signes pathognomoniques. On dit qu'on parle d'affection post-Covid ou de Covid long chez quelqu'un qui a eu un épisode initial symptomatique de Covid-19, pas forcément grave, soit confirmé, soit probable, parce qu'il ne faut pas oublier que, surtout quand on était en période de première vague, les tests PCR n'étaient l'apanage que des patients pris en charge à l'hôpital, et en ville, c'était des diagnostics cliniques. Et donc, il faut vraiment… C'est pour ça que ce critère probable a été donné. Il faut qu'il y ait au moins un symptôme qui n'était pas présent avant la maladie Covid, qui est présent au-delà de 3 mois après le début de la phase aiguë, et avec une persistance de plus de 2 mois, et avec un impact délétère sur la vie sociale, familiale ou professionnelle des patients. Et bien sûr, le bilan des diagnostics différentiels doit être négatif, et il ne doit pas y avoir d'autres causes qui expliquent le diagnostic. La suite. Les symptômes, ils sont assez variables. Ça, c'est un peu un verbatim de ce que vont se plaindre les différents patients. Après, quand on voit ça, on est un peu perdu. On a l'impression que ça part dans tous les sens, mais il y a toujours une certaine constance chez ces patients. Ils sont toujours assez stéréotypés. Et ce qui est vraiment important, c'est de détecter un certain nombre de clusters de symptômes, et c'est surtout ce qui va être en rouge. Il va y avoir, et c'est vraiment avec le temps, ce qui gêne le plus les patients, ça va être les troubles neurocognitifs, avec les troubles de concentration, les troubles de l'attention essentiellement, les sensations de brouillard cérébral. Il peut y avoir des troubles respiratoires en absence de lésions pulmonaires et dont la dyspnée est l'apanage de manière importante. En termes d'état général, c'est une asthénie, un syndrome de fatigue chronique au premier plan. Et il peut y avoir aussi un certain nombre de troubles cardiovasculaires, des tachycardies, des douleurs thoraciques, et aussi des problèmes d'hypotension orthostatique, des signes de dysautonomie. Et dans les cas sévères, c'est pas une question qui peut rapporter gros, c'est de voir quel est ce qui va déclencher un peu ces crises-là. Et c'est souvent des choses qui vont être exacerbées, soit pendant un effort ou de manière différée suite à un effort, ce qu'on appelle l'exacerbation post-effort des symptômes. La suite. Tu peux passer, Yann? Tu n'arrives pas à passer la diapo? Ici, j'ai passé là, vous la voyez pas? Non, moi je suis toujours sur les symptômes. Voilà. C'est une manière de voir que maintenant, en termes de physiopathologie, beaucoup de personnes sont d'accord qu'il se passe quelque chose avec le système nerveux autonome, ce qui est assez logique, et ce qui peut aussi expliquer que les patients que l'on voit, on a l'impression que ça part dans tous les sens. Parce que quand on a un problème, que ce soit au niveau du parasympathique, ce qui est le yin, et le sympathique, le yang, quelque part, on peut voir que donc, tous les organes autonomes peuvent être atteints de manière fonctionnelle, sans forcément qu'il y ait de lésions d'organes associées. Ce qui est assez troublant pour les professionnels de santé tels qu'on est, parce qu'on a l'habitude, le cardiologue il a l'habitude de voir une lésion cardiaque, le pneumologue de voir une lésion pulmonaire, le gastro-entérologue de dire voilà. Et là, c'est des patients pour lesquels les bilans de diagnostic différentiel sont négatifs, mais il ne faut surtout pas rentrer par excès dans « vous n'avez rien, monsieur, madame », parce que l'organe en question n'est pas atteint, parce que le problème est probablement au niveau de la commande centrale. Et je vais y revenir un peu plus loin. La suite. Donc, il y a des facteurs de risque, clairement, retrouvés. Là, on voit bien ça avec les groupes de parole dont a parlé M. Meyer.
Il y a un sexe ratio qui est à peu près de 2/1. On est entre 60-75% de femmes qui sont atteintes. Les formes graves ont des symptomatologies plus prolongées, mais étant donné qu'il y a de très nombreux cas ambulatoires, la majorité des patients Covid long qu'on voit sont des patients ambulatoires. Plus la présentation initiale est floride, bruyante, pas forcément en gravité, mais avec beaucoup de symptômes, plus le risque d'avoir des symptômes prolongés est important. Et il y a aussi des tranches d'âge particulièrement exposées, c'est surtout au niveau des jeunes actifs et des personnes un petit peu plus mûres aussi. Mais on a finalement assez peu de personnes âgées et quelques adolescents et de manière exceptionnelle des enfants. Le fait d'avoir eu un stress quel qu'il soit avant le Covid est un facteur de risque retrouvé et de manière indépendante. On sait que des personnes qui avaient donc dépression, anxiété, isolement social préexistant au Covid ont plus de risque d'évoluer vers une forme prolongée. Et bien sûr, et aussi on a les personnes qui sont en surpoids. Le tabagisme, le fait d'avoir une confusion initiale s'est retrouvé aussi. L'ethnicité, c'est tout à fait c'est discuté, mais ce n'est pas prouvé. Et le personnel soignant, peut-être avec un effet loupe, parce qu'on a quand même eu beaucoup de surveillance des personnels exposés et possiblement, du coup, l'impression que c'est plus les personnels soignants qui le font. Par la suite. Donc, je dis la cause est inconnue, mais on a des hypothèses qui commencent à se vérifier. Il y a déjà le phénomène que le SARS-CoV-2, on sait qu'il peut rentrer dans les cellules du poumon, mais il a aussi une capacité à avoir une neuroinvasion, à rentrer dans le système nerveux central. Et peut-être, du coup, de faire une persistance virale. Ce n'est pas forcément ou bien de dérégler sur le plan immunitaire d'un point de vue local ce qui se passe au niveau du système nerveux central en entraînant, pourquoi pas, des atteintes microcirculatoires, des microthromboses, des hypoxies cérébrales, et qui peut entraîner ce genre de symptômes. Et on peut imaginer que donc, si on a ce type de symptomatologie qui arrive au niveau des zones qui sont impliquées dans le système nerveux autonome, on peut donc avoir des dysautonomies d'origine centrale. L'activation mastocytaire est discutée aussi. Ça, c'est des phénomènes, on va dire quelque part pour vulgariser, pseudo-allergiques que l'on peut retrouver chez un certain nombre de patients, mais qui n'est pas forcément au premier plan chez tous. Et il y a probablement donc des susceptibilités génétiques et sans occulter le fait qu'il peut y avoir tout à fait une participation psychopathologique du phénomène. Toujours est-il que de ce fait-là, on peut avoir une explication d'un certain nombre de symptomatologies tout à fait polymorphes. La suite. Des anomalies fonctionnelles sont retrouvées de manière objective sur de l'imagerie cérébrale d'un certain nombre. En gros, chez un Covid long sur 2, quand on fait un PET scanner cérébral, on va retrouver on peut retrouver des anomalies de perfusion. Hein, pas de perfusion, on va dire d'hypométabolisme, donc des zones de cerveau qui travaillent moins qu'elles ne le devraient. Et c'est retrouvé particulièrement au niveau du cortex fronto-orbitaire, au niveau du système limbique, du tronc cérébral, comme par hasard, et au niveau du cervelet. Et ça, de manière corroborée en multicentrique, comme on le retrouve ici, que ce soit quand on fait l'équipe nancéienne, l'équipe de la Pitié ou l'équipe marseillaise, on retrouve à peu près la même chose et dans les mêmes proportions. Donc, on peut penser qu'il y a une participation clairement neurologique centrale pour expliquer un certain nombre des troubles cognitifs et dysautonomiques des patients. La suite. Donc, voici un petit peu, en résumé, en une diapo, le modèle qui tend à être vérifié. Un patient qui va faire un Covid soumis à un certain nombre de facteurs donc génétiques, environnementaux, va faire une réponse plus ou moins adaptée à son infection virale. Il peut y avoir des fragments viraux ou de protéines spike qui restent plus ou moins longtemps dans l'organisme, qui peut stimuler de manière secondaire l'immunité adaptative, plus d'ailleurs qu'une toxicité directe. Et une fois qu'il y a cette immunité cellulaire qui est activée,
avoir des phénomènes soit procoagulants, de toxicité mitochondriale qui peut expliquer la fatigue, par exemple, l'inflammation au niveau de l'endothélium et certaines activations. Et donc, arriver in fine aux symptomatologies des patients. Donc là, pour l'instant, ça reste du fondamental. Malheureusement, on n'a pas encore de thérapeutiques actives qui permettent d'enrayer ce processus. La suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour l'instant? Déjà, c'est on recherche un diagnostic différentiel, même en absence d'hospitalisation initiale, particulièrement les embolies, les myocardites et atteintes cardiaques. Il faut absolument rechercher des syndromes d'hyperventilation parce que qu'ils soient liés au Covid ou pas, ça se traite. Et beaucoup de patients Covid long, on a l'impression que la fréquence est plus importante qu'en population générale. C'est une adéquation entre la ventilation et puis les besoins réels en oxygène qui font que les patients vont faire baisser leur capnie. On va avoir un certain nombre de symptomatologies polymorphes. Ça se recherche avec un questionnaire de niche-IgG chez des patients qui sont essoufflés. Et ça se rééduque pendant de nombreux mois avec un travail de kinésithérapie adapté. Il y a des syndromes d'apnée du sommeil à rechercher, hyperactivité bronchique et bien sûr les décompensations. Et pour cela, c'est là que donc, les partenaires qu'on a en tant que praticien de premier recours, c'est le radiologue, le pneumologue pour avoir les différents bilans, le cardiologue et puis neurologue, voire neuropsychologue. La suite. Ça, je vais aller très très vite parce que c'est plus Alexandra Bruyère qui en parlera. Actuellement, en faute de traitement curatif réel, c'est surtout le traitement de support. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on traite les symptômes et qu'on n'a aucune raison de traiter les symptômes d'un Covid long différemment qu'on le fait en médecine autre. Si on a de la douleur, on traite la douleur avec les mêmes choses. Si on a de l'anxiété, on traite l'anxiété comme il y a. Si on a une hyperactivité bronchique, on peut donner des bronchodilatateurs. On va faire un traitement symptomatique. On informe le patient que ça peut durer, que ça va durer, mais que globalement, ça s'améliore progressivement. Le pilier central, c'est la rééducation, que ce soit le syndrome d'hyperventilation, que ce soit la rééducation olfactive, réadaptation prudente à l'effort en faisant attention au seuil de tolérance d'effort des patients pour ne pas le faire de malaise post-effort. Et puis, on traite les comorbidités et puis les complaisances psychiatriques. La suite. Donc, pour terminer, un Covid, il faut en traiter les complications de l'infection directe et le rechercher. Il faut rechercher dans le bilan les décompensations de comorbidité. Les Covid longs, ça existe avec une physiopathologie qui commence à être comprise, mais actuellement peu de leviers pour les traiter réellement. Les plaintes sont fréquentes, elles peuvent être ou non associées à l'affection, et c'est pour ça qu'il faut quand même garder raison à un certain nombre de patients. Et puis, la prise en charge essentielle, c'est la rééducation. Et que souvent, la plupart des patients, si on arrive à coordonner les choses, peut être pris en charge en ambulatoire. La suite. Voilà, c'est fini. Merci François, en tout cas. Merci parce que le temps passe un petit peu. Je vous demande, pour ceux qui ont les micros ouverts, permet que ça ne fasse pas de parasites. Et puis, on va passer directement aux deux interventions suivantes, qui sont celles du docteur Bruyère, donc du service CAPCOV au CHRU de Nancy, et d'Olivier Babel, qui est chargé de mission dans la cellule de coordination au sein du DAC. Donc, Alexandra, je vais partager la diaporama. Bonjour. Vous voyez mon écran? Oui. Je peux commencer. Alexandra, oui. Je parlais du service CAPCOV, donc Centre d'accompagnement Covid long, qui a été ouvert
donc au début du mois de septembre 2022, avec toute l'équipe de maladies infectieuses et qui travaille en collaboration multidisciplinaire avec les services de médecine du sport, médecine du sommeil, les neurologues du CHRU, les ORL, pour prendre en charge les patients qui ont des syndromes post-Covid. Pour prendre en charge les patients, donc, il nous faut d'abord qu'on reçoive une lettre, un courrier de la part du médecin adressant pour connaître l'état du patient et de la symptomatologie présentée, ainsi que également nous demandons les comptes rendus des examens déjà réalisés afin de pouvoir faire le tri sur ce qui a déjà été éliminer comme diagnostic différentiel et savoir aussi quelle est la plainte principale du patient. Si toutefois les informations sont peu contributives au niveau du courrier, à ce moment-là, on a tendance à faire appel donc à la DAC ou à la PTA, donc à Monsieur Babel, qui fait une première évaluation, une pré-consultation auprès des patients afin de pouvoir cibler leurs plaintes et les évaluer aussi en fonction des questionnaires, donc comme le questionnaire de Nijmegen pour le problème respiratoire, les questionnaires d'anxiété comme l'HAD, les questionnaires de fatigue comme le Schalder. Et ensuite, on organise rendez-vous en consultation auprès d'un des médecins du service. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, vous pouvez nous adresser des patients quand ils ont 3 des critères suivants, donc des symptômes post-Covid qui perdurent depuis plus de 3 mois, qui sont plus de 3 symptômes persistants de type fièvre, asthénie, qui est assez fréquent, des myalgies, une dyspnée, un essoufflement, une toux, des troubles du transit ou des troubles cognitifs, des céphalées. Une infection Covid-19 qui a été confirmée, donc soit par un autotest, soit par un test antigénique, soit un test PCR ou une sérologie ou une notion de comptage, et avec des symptômes initiaux lors de l'infection initiale à la Covid. Diapo suivante. Donc la symptomatologie, c'est ce que déjà a dit le docteur Göringer. Donc il y a des symptômes variés, et donc à ce moment-là, il faut nous demander l'avis pour limiter l'errance thérapeutique des patients, parce que souvent ils ont consulté plusieurs praticiens et ils savent plus vers qui se tourner, ils n'ont pas l'impression d'être entendus, et ils ont besoin d'avoir un cadre pour les prendre en charge, les rassurer et qu'ils se sentent un peu soutenus dans ces symptômes qui les invalident dans leur quotidien personnel et professionnel. Les patients souffrent souvent d'un ensemble de symptômes et qui a un impact qui peut être assez important et entraîner des problèmes que ce soit familiaux ou professionnels, et pour lesquels même certains doivent envisager des fois des reconversions professionnelles de par la difficulté à reprendre leur travail. Voilà. Et tout ceci a un impact psychologique et très souvent c'est très difficile à accepter pour les patients et pour leur entourage. Donc ça aussi, c'est important qu'on puisse mettre en place un soutien psychologique. Nous, on a une psychologue dans le service, mais en cas de besoin, on fait aussi appel à la PTA pour orienter vers des psychologues ou psychiatres à proximité du domicile des patients. Voilà. Et puis, c'est une prise en charge qui est globale et donc qui est en coordination avec le médecin traitant, parce que ça reste quand même le rouage et la personne qui connaît le plus le patient. L'objectif, c'est d'essayer de les ramener le plus possible à une amélioration de la vie personnelle et professionnelle, en sachant que souvent, on essaie de leur dire qu'on n'est pas sûr qu'ils reviennent exactement comme avant. Ils peuvent garder des séquelles avec lesquelles ils devront adapter leur vie professionnelle et personnelle. Diapo suivant. Donc la prise en charge proposée, c'est généralement une première consultation pour une évaluation globale du patient dans le service CAPCOV. On fait une évaluation clinique, aussi
psychologique avec le ressenti du patient, et puis on fait les questionnaires d'évaluation fonctionnelle s'ils n'ont pas été faits en amont par Monsieur Babel. Ensuite, si besoin, pour éliminer les diagnostics différentiels, on peut prescrire des bilans biologiques et si besoin, en fonction de la symptomatologie des patients, on prescrit également des examens complémentaires si nécessaire. Diapo suivante. Et ensuite, en fonction des plaintes et de la gêne décrite par le patient, on oriente la personne vers des confrères, donc soit des neurologues si la plainte cognitive est importante, ou si c'est pour des plaintes de type céphalée non soulagées, les médecins du sport pour les troubles ventilatoires ou une réadaptation à l'effort, les médecins de rééducation, les médecins de service de médecine du sommeil, les médecins ORL, ou on oriente vers des kinésithérapeutes pour une rééducation adaptée et progressive à l'effort, ou vers des orthophonistes pour une rééducation cognitive ou une rééducation olfactive. Ensuite, donc, on peut prescrire certains traitements médicamenteux, notamment les antihistaminiques qui ont montré une certaine efficacité, notamment sur certains troubles digestifs, et la L-carnitine qui peut aider contre la fatigue. Mais le traitement est souvent fonctionnel avec une rééducation cognitive pour les troubles du langage, les troubles mnésiques, les troubles de concentration, la kinésithérapie et l'auto-rééducation pour les exercices ventilatoires et l'adaptation progressive à l'effort, et puis les conseils de fractionner les activités, que ce soit les activités physiques ou les activités cognitives. Et puis on est en train de mettre en place un protocole en hôpital de jour pour les stimulations du nerf vague en intra-auriculaire, et pour qu'après les patients puissent faire ça chez eux. Diapo suivante. Également, donc, comme je vous disais, le soutien psychologique qui est très important, et souvent ils ont parfois peur ou ils hésitent à demander un soutien psychologique, et donc on a une psychologue du service qui peut les recevoir, et sinon aussi on peut orienter vers un psychologue qui est à proximité du domicile. Et également on peut demander des aides médico-sociales si besoin. Pour les choses administratives, le service de pathologie professionnelle pour les patients qui ont des problèmes pour les déclarations au niveau du travail, et après si besoin pour des aides à domicile. Diapo suivante. Et donc, ce qui est important, c'est d'informer vraiment ces personnes que la récupération, elle est longue, et que le risque de séquelles est difficilement évaluable, même si on a fait une étude de suivi des patients à 1 an où il y a une amélioration des symptômes. Il se peut qu'il y ait une altération du quotidien et qu'ils ne reviennent pas exactement comme avant. Donc, il est nécessaire qu'ils soient patients, qu'ils aient un entourage qui puisse les soutenir, et qu'ils puissent voir leur progression. Donc, par exemple, moi, je sais que je leur dis de prendre un carnet pour noter leurs activités quotidiennes et pour voir leur progression, même s'il y a des jours où ils seront complètement épuisés et où il n'y aura pas de progression. Il faut qu'ils arrivent à garder le moral et à dire que c'est qu'un jour et que ça progresse quand même. Voilà. Diapo suivante. Donc, on fait un suivi régulier des patients, on les voit en moyenne tous les 6 mois, et on collabore avec vous. Vous recevez les courriers, on n'hésite pas à vous appeler ou à se tenir informé si il y a des choses à mettre en place particulières, également avec la DAC qui peut mettre en place des rééducations à proximité. Voilà, diapo suivante.
Et donc, ça, c'est l'étude dont je vous parlais, où nous avons suivi des patients pendant 1 an, après le début de la prise en charge. Et il y avait quand même une amélioration significative des symptômes entre la première et la deuxième consultation à 1 an, avec une diminution des symptômes, notamment de l'asthénie, les myalgies, des céphalées, des douleurs thoraciques, des troubles de l'odorat, et des troubles digestifs principalement. Diapo suivante. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, au niveau timing, on n'est pas très bon, mais on va continuer. Maintenant qu'on a l'état actuel et ce qu'on peut faire, Olivier, tu veux nous dire ce qui est fait au niveau respiratoire et de l'appui? Oui, bonjour à tous. Effectivement, je vais essayer de faire vite. Comme l'a décrit le docteur Bruyère, notre action est intégrée au parcours proposé par Capcom, mais nous pouvons aussi être sollicités en direct à la PTA, soit par les patients, soit par les professionnels de santé. À ce moment-là, quand l'un ou l'autre nous appelle, il tombe sur le binôme d'accueil qui prend les premiers renseignements et qui oriente ensuite à mon attention. Moi, mon action est de rappeler les patients immédiatement ou dans un délai assez court, établir une première écoute, rassembler les premières informations et en fonction de ce qui est dit, leur proposer une visite domiciliaire où c'est l'occasion d'établir et de faire les premiers tests dont nous avons parlé tout à l'heure, les premiers tests de débrouillage, et de juger sur à quelle intention et vers quel professionnel on oriente le patient, soit selon le cas vers Capcom, soit vers les professionnels de territoire et les ressources adaptées. Les patients vivent souvent, alors les visites domiciliaires sont proposées en systématique. Elles peuvent être faites aussi en distanciel quand les circonstances ne permettent pas le déplacement. Le lien est établi dès la première consultation et c'est souvent l'occasion pour les patients de mettre un point de départ, une première étape dans la prise en charge. Donc, c'est quelque chose qui est vécu comme une attente et un premier résultat pour eux. Nous orientons, donc, comme je le disais, les patients soit vers les professionnels de territoire, soit vers Capcom. On s'assure que le dossier du patient soit complet, comme le disait Alexandra Bruyère tout à l'heure, que la lettre d'intention du médecin est là. Et puis, nous suivons le patient tout au long du parcours. Nous le revoyons à 3 mois et à 6 mois. Et nous faisons le lien avec les professionnels de territoire. Voilà, j'espère avoir... alors, on est sollicitable à tout moment par le biais de mail ou directement par téléphone. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. Très bien, merci Olivier pour la synthèse, merci. On avance avec, pour le coup, un accompagnement particulier, donc en donnant la parole au service de santé universitaire, à la médecine du travail, puis à la CPAM, avec les mêmes questions. Donc, qu'est-ce que vous êtes comme ressources? Comment vous sollicitez? Quel lien avec les professionnels de santé et l'équipe de soins des patients? Et puis, pour la CPAM, tout le sujet autour de l'ALD, de cette reconnaissance dont parlait M. Meyer. Comment remplir la demande d'ALD? Quels éléments sont à inscrire? Et puis, est-ce qu'il y a une évolution prévisible des modalités de cette reconnaissance en ALD? Voilà, je vous laisse la parole à tous les trois, l'un à la suite de l'autre. Merci. Oui, bonjour. Est-ce qu'il est possible de partager notre écran? Vous m'avez envoyé le diaporama ou pas? En fait, pour partager l'écran, il faut que vous m'envoyiez le diaporama, ce qu'on avait fait au début. Est-ce qu'il est possible de partager notre écran pour vous montrer nos diapositives? Oui, je suis en train de vous répondre. Vous m'entendez ou pas? Vous ne m'entendez pas, visiblement. Il faut que vous m'envoyiez votre diaporama. Ah, pardon. Et moi, je vais le partager. Peut-être le temps que vous me l'envoyez, on peut passer à la médecine du travail. Docteur Dumas.
Oui, bonjour. Donc, moi, je suis le docteur Dumas, je suis médecin du travail à l'ASMT dans le département 54. On couvre, c'est une association de santé et de prévention au travail qui couvre l'ensemble du département, donc du tout nord au tout sud, pour les salariés du privé, hors MSA et hors BTP. Et je laisserai Emmanuel Penven ben, intervenir pour les salariés qui ne sont pas couverts par notre service. Donc, nous, on peut être dans le parcours, hein, on peut pratico-pratique des médecins traitants et des intervenants qui ont des patients souffrant de Covid long, on peut être saisi à la demande. Alors, c'est très simple. Vous avez un patient qui est toujours en arrêt maladie. À partir de 30 jours d'arrêt maladie, de toute façon, il est légitime de nous l'adresser en visite qui se qualifie. Ça s'appelle la pré-reprise. C'est le terme légal, mais ça veut dire c'est toutes les visites qui ont lieu pendant l'arrêt maladie. Et cette visite, elle peut être sollicitée soit par le médecin traitant, soit par le médecin conseil, soit par le patient lui-même ou par nous-mêmes si on est au courant ou sollicité par un autre biais. L'intérêt, c'est d'être dans l'anticipation la plus importante, c'est-à-dire dès qu'un médecin se dit ça va être compliqué sur le plan professionnel, l'état de santé n'évolue pas tant que ça et ça va poser des soucis, eh ben, on peut être sollicité pour anticiper le plus possible le maintien dans l'emploi et déjà avec l'accord du patient et donc pour nous du salarié, envisager de contacter l'employeur pour discuter aménagement de poste. Alors, ça veut dire conditions de travail, aménagement du temps de travail, soit par un temps partiel thérapeutique. Je dis bien temps partiel parce qu'on a entendu mi-temps, mais on peut tout faire, hein. On peut faire du temps partiel, c'est-à-dire du très peu de temps, et puis on peut être progressif dans le temps. Ça peut se réévaluer. Et puis, on peut aussi faire des essais, et ça, ça existait déjà, mais c'est encore plus pratiqué depuis un an ou deux. On peut réaliser des essais encadrés, c'est-à-dire même tester les capacités de temps de travail et de conditions de travail pendant l'arrêt maladie. Voilà, j'ai essayé de condenser tout très vite, et donc je coupe mon micro et je passe la parole. Merci Lucie, on va compléter donc effectivement. Bonjour, du coup, je reprends la parole. Donc, je suis docteur Penven, je suis praticien hospitalier au Centre de consultation de pathologie professionnelle au CHU de Nancy. Notre rôle dans la prise en charge des patients Covid long, effectivement, quand les patients ont un médecin du travail référent identifié, qu'ils connaissent, ou en tout cas, ils peuvent récupérer les coordonnées assez facilement, on n'a pas forcément une place centrale. Par contre, il y a tout un volet de patients qui ne relèvent pas de la médecine du travail, qui sont indépendants, commerçants, artisans, qui peuvent être aussi dans des fonctions publiques qui ne sont pas bien couvertes par la santé au travail. Dans l'éducation nationale, ça peut arriver. Et puis, ils peuvent avoir un médecin du travail qui n'identifie pas. Et à ce moment-là, on peut être là en soutien pour venir leur expliquer un petit peu leurs droits, tout ce que vient de rappeler Lucie, essayer de faire du coup l'intermédiaire avec la santé au travail ou venir donner directement des conseils par rapport à la reprise du travail, l'aménagement des conditions de travail pour les gens qui ne dépendent pas de la médecine du travail, pour en fait se substituer un peu au rôle qu'aurait le médecin du travail dans une telle situation. Voilà, globalement. Et puis pour aider, accompagner, faire les demandes de RQTH, parce que la RQTH, c'est pas que pour les gens qui sont du régime général, ça peut être pour la fonction publique, pour les gens qui sont indépendants aussi, et ça peut les aider dans leur démarche pour le retour à l'emploi. Voilà. Merci beaucoup. C'était très clair, concis, très clair, très bien. J'ai pas reçu les diapos du service de santé universitaire. On va passer la parole à l'assurance maladie. Oui, bonjour, donc docteur Doris Thériault et docteur Simon. Donc, nous sommes médecins conseil à l'ELSM de Nancy. Donc, on va essentiellement aborder le thème des ALD suite à un Covid sévère ou long. Il faut bien avoir conscience que la ALD n'est pas en fait une reconnaissance de la Covid-19, mais elle est en place pour une prise en charge par l'assurance maladie de soins longs et coûteux, sous réserve bien sûr du respect des critères médicaux d'admission. Les syndromes post-Covid, lorsque la gravité le justifie, peuvent bénéficier donc d'une prise en charge au titre de l'ALD exonérant essentiellement dans 3 situations.
Donc, la première situation, en fait, le patient est déjà reconnu en ALD pour une maladie et celle-ci s'aggrave du fait de la Covid-19. Donc, les conséquences et l'aggravation sont prises en charge au titre de cette ALD qui est déjà en cours. La deuxième situation, ça peut être un patient qui souffre de séquelles qui sont inscrites dans la liste des ALD. Donc, à ce moment-là, il peut bénéficier de l'ALD concernée. Donc, je vais prendre pour l'exemple le plus fréquent que l'on rencontre lors des traitements des demandes d'ALD, c'est les demandes pour l'insuffisance respiratoire chronique, donc suite à la Covid-19. Donc, je rappelle quand même les critères d'admission qui sont quand même assez sélectifs et qu'il faut à chaque fois nous communiquer pour qu'on puisse prendre notre décision. Donc, ça concerne tous les syndromes obstructifs et restrictifs, quelle que soit la cause, à distance d'un épisode aigu, avec une PaO2 qui est inférieure à 60 mm de mercure et ou une PaCO2 qui est supérieure à 50 mm de mercure. Le deuxième cas, ce sont les syndromes restrictifs avec une capacité pulmonaire totale inférieure à 60% des valeurs théoriques normales. Et le troisième cas, ce sont les malades dont la saturation en oxygène chute en dessous de 90% pendant un test de marche de 6 minutes. Si l'assuré ou le patient n'est pas concerné en fait par ces deux situations-là, le médecin peut faire une demande d'ALD hors liste en cas de forme sévère et prolongée donc de la Covid-19. Les critères d'admission sont un petit peu plus restrictifs, donc il faut bien motiver la demande sur le protocole. Donc, il y a trois conditions cumulatives sont nécessaires pour une admission en hors-liste. La première, il faut absolument qu'il s'agisse d'une forme grave d'une maladie ou une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave. Donc, on va prendre en compte dans ce cadre-là le risque vital encouru, c'est-à-dire une diminution, par exemple, de l'espérance de vie à court terme, soit une morbidité évolutive. Donc, on estime que l'assuré risque de se dégrader au cours de l'exonération du ticket modérateur, ou alors il présente une qualité de vie dégradée ou un risque avéré de dégradation, donc là qui est apprécié en fonction du schéma de Wood. Pour l'apprécier, en fait, il faut une atteinte de 2 domaines d'incapacité de niveau 2 ou d'un domaine d'incapacité de niveau 3. Mais en général, donc, il suffit juste de préciser quand même que c'est une évolution longue et compliquée de la Covid-19 pour que ce critère-là soit admis. Le deuxième critère quand même qui est indispensable, il faut que le traitement prévisible soit supérieur à 6 mois. Donc, si on n'a pas les deux premiers critères, en fait, c'est un refus qui est plutôt d'ordre administratif. Alors, pour le côté médical, en fait, nous, on étudie en fait le panier de soins coûteux. Et pour que le panier de soins soit coûteux, il faut absolument qu'on ait 3 critères sur 5 parmi les suivants. Donc, obligatoirement, il nous faut un traitement médicamenteux ou un appareillage régulier utilisé de façon régulière. Sans ce traitement médicamenteux, déjà, c'est un avis défavorable d'ordre médical d'emblée. Les autres critères que l'on prend en compte, il faut donc qu'il y ait 2 critères supplémentaires, soit une hospitalisation programmée ou une hospitalisation qui va avoir lieu dans l'année. Il faut également des actes techniques médicaux répétés, thérapeutiques ou de suivi, qui sont bien sûr inscrits à la CCAM et il en faut plus d'un par an. Il faut également des actes biologiques répétés, supérieurs à 1 par an, ou alors des soins paramédicaux répétés, c'est-à-dire prise en charge en rééducation fonctionnelle ou une délivrance de traitement par une infirmière à domicile ou autre. Donc voilà, sur ce panier de soins, il faut absolument 3 critères que je vous ai évoqués, et notamment, je le répète, un traitement médicamenteux ou un appareillage régulier obligatoirement. Si l'assuré ne répond pas à ces demandes d'ALD exonérantes, on peut toutefois faire la demande d'une ALD non exonérante si l'assuré a besoin de transport itératif donc pour se rendre sur un lieu de rééducation ou une autre prise en charge. Également, ce qu'on constate, c'est quand on a un protocole de soins, souvent on n'a pas de plan de soins dans le protocole de soins, donc pour nous, c'est assez difficile de l'étudier. Donc, on peut facilement mettre un avis défavorable, mais lors de la contestation de l'assuré, souvent, il nous donne les éléments médicaux nécessaires pour un petit peu étayer la demande. Et à ce moment-là, ça nous arrive assez souvent quand même de donner un avis favorable suite à la contestation de l'assuré.
Alors, la question qui était aussi posée, c'était quelle évolution prévisible de ces reconnaissances? Alors, pour nous, je ne pense pas qu'il y ait tellement d'évolution prévisible particulière, si ce n'est le maintien du respect des critères d'admission que je vous ai cités auparavant. C'est sûr qu'on se base quand même sur un cadre réglementaire qui est important pour nous pour prendre nos décisions d'admission ou pas en affection de longue durée, exonérante ou non exonérante. Voilà, j'ai fini, je passe la parole. Merci beaucoup. Il y avait une question de Julie Delcourt, mais je pense qu'on y répondra. Il y a un refus de reconnaissance ALD pour des patients hospitalisés en SSR à Vittel. Quoi faire? Spécifiquement, si on peut, en une petite phrase, lui donner une indication pour alors, il ne faut pas hésiter peut-être de refaire une demande et à ce moment-là, peut-être, souvent, il y a quand même un traitement de fond qui est en cours, ne serait-ce que, je ne sais pas, un traitement antidépresseur, même un traitement pour des troubles digestifs prolongés ou choses comme ça, bien le spécifier dans le protocole. Alors, j'avoue, on n'a quand même pas… On fait des avis défavorables, mais souvent, quand le plan de soins, en fait, n'est pas tellement bien formulé, si vous voulez. Donc, moi, j'insiste vraiment sur prendre le temps de rédiger ce protocole de soins et nous mettre au moins le panier de soins coûteux. C'est soit la prise en charge en kiné, soit la biologie, soit les actes de radiologie, et puis, comme je le répète, vraiment le traitement médicamenteux. Donc, voilà, c'est tout critère sur ça. L'encéphalite myalgique n'a pas de traitement spécifique, mais le patient est grabataire en dépendance totale. Et avec des soins. Après, tout dépend du panier de soins. C'est sûr qu'on étudie cas par cas. Si à côté, il y a vraiment un panier de soins coûteux, et et on imagine, si les grabataires totales, il y a peut-être un traitement antalgique en cours ou choses comme ça. Je pense qu'on étudie au cas par cas. D'accord. Voilà. Mais c'est sûr que pour nous, si le panier de soins est coûteux, on va quand même facilement donner un avis favorable. Notamment, c'est une prise en charge en rééducation dans le cadre d'une hospitalisation. Ok. Très bien, merci. On va redonner la parole au service de santé universitaire. Allez-y. Voilà, bonjour. Donc nous sommes, je suis en compagnie du docteur Nora Bouchera-Bric, qui est notre médecin référente Covid long au centre de santé étudiante, et je suis moi-même donc le docteur Allouin, médecin directeur. J'ai pris mes fonctions en septembre de cette année. Alors, les missions des services de santé étudiante, elles sont au nombre de 3. Principalement, nous faisons de la prévention et de la promotion de la santé, mais nous contribuons également à favoriser l'accès aux soins pour les étudiants de l'Université de Lorraine et plus globalement de l'ensemble du territoire de la Lorraine. Et nous pouvons également être sollicités pour l'organisation d'une veille sanitaire. Les activités donc, que nous pouvons réaliser sont, comme je vous disais, principalement des programmes de prévention dans le cadre des conduites addictives, principalement également l'équilibre alimentaire et l'activité physique, mais également la prévention des risques liés à la sexualité. Plus récemment, nous sommes amenés à promouvoir la santé mentale et également à dispenser des formations en premiers soins en santé mentale. Et puis, une partie de nos équipes prescrivent et réalisent des vaccinations, principalement pour les professions de santé, pour lesquelles la vaccination est obligatoire pour faire leur stage. Alors, nous réalisons des examens de santé avec une dimension médicale. Nous avons également avec nous des psychologues et des assistantes sociales qui travaillent avec les équipes du Crous. Nous sommes amenés à avoir des publics prioritaires, et c'est là où ça va avoir toute son importance pour le Covid long. Donc des étudiants en situation de handicap, des étudiants étrangers, mais également des étudiants exposés à des risques particuliers comme les filières de santé dont je vous parlais, également les filières sportives, et des étudiants soumis à des risques de rupture dans les parcours de soins que nous invitons à venir nous rencontrer. Alors, le service de santé étudiant a répondu à l'appel pour pouvoir s'insérer dans la filière qui a été mise en place pour la prise en charge des Covid longs.
Et nous réorientons les sujets. Nous sommes en fait alertés sur le fait que nous pouvons vous adresser au CHU les sujets que nous aurions repérés. Alors, nous avons eu en Lorraine Sud, pardon? Non, je crois que c'est un micro qui est resté ouvert. Après, on a réunion Il chez faudrait toi, là-bas, fermer les là-bas. micros. Un quart d'heure à peu près. Je ne sais pas qui a le Alors, micro ouvert, mais il faudrait fermer. On va continuer. en fait, nous avons eu très peu de cas, hein, donc nous avons essayé de recenser pour savoir comment les étudiants qui étaient venus à nous et qui avaient été détectés comme porteurs de Covid long ont été pris en charge et réorientés. Donc, on a eu 2 cas hein, en Lorraine Sud. Et ils ont été de notre côté intégrés dans le système du parcours handicap avec la mission handicap. Et il y a eu dans ce cadre-là 2 demandes d'aménagement, un dans le cadre de la première année de licence, mais également une demande d'aménagement des examens en cours compte tenu des troubles que présentait l'étudiant. Pour la Lorraine Nord, sur la diapositive suivante, donc principalement sur le centre de Metz, qui voit les élèves infirmières. Là, il y a eu un plus grand nombre de cas qui ont été signalés et des troubles plus légers certainement, puisqu'aucun aménagement d'examen n'a été effectué, ou tout du moins pas des troubles sur le plan cognitif qui auraient pu gêner dans le parcours de l'étudiant. Donc, nous avons pu revoir donc, le rôle du SSE pour s'intégrer dans le parcours Covid long. Le docteur Nora Boucherab donc, fait de la veille pour nous sur la prise en charge et le réadressage des étudiants que nous pourrions détecter. Et nous pouvons être amenés donc à faire des demandes d'aménagement d'examen puisque c'est sur prescription d'un médecin du SSE que ces aménagements sont mis en place. Voilà, on vous remercie de votre attention. Merci en tout cas effectivement d'avoir répondu présent et de contribuer à cette cellule, même s'il n'y a pas beaucoup de situations, c'est bien de pouvoir avoir des interlocuteurs hein, dans tout cas. Merci, on passe à la dernière partie, même si on est en retard par rapport au timing, mais on va continuer parce que c'est très intéressant. Je vais donner la parole à Gisèle Cagny en premier pour qu'elle nous parle de l'étude Covid terme, et puis on terminera par PrescriMove. Et ensuite Thomas Mercier donc de l'ARS conclura ce webinaire. Merci Gisèle. Merci Eliane, merci à tous. Alors si tu peux me passer mon diaporama. Ouais, je le cherche. Excusez-moi, docteur Abraham, est-ce que ça vous dérange si je commence ce que je vous aviez demandé, parce que j'ai une réunion à 14h30. Alors, c'était pour aller plus vite. D'accord, pour PrescriMove. Ouais, allez-y, commencez Ouais, et je cherche tout de suite. Parfait. J'ouvre votre diaporama. Allez-y. Super. Bah, je partage mon écran et j'ai tout préparé, donc c'est tout. Ah bah ok, alors parfait, allez-y, tant mieux. Voilà. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, je suis Barrel Fanny, donc chef de projet sport santé au niveau du comité régional olympique et sportif du Grand Est. Et donc, je vais vous parler très rapidement du dispositif PrescriMove que certains peut-être connaissent déjà. Donc, voilà, pour synthétiser, c'est un dispositif unique en région Grand Est de prescription d'activité physique. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc nous, le comité régional olympique et sportif du Grand Est, on est opérateur sur 3 départements, donc la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et la Meuse. Après, ce sont d'autres opérateurs, donc le réseau Sport Santé Bien-être sur l'ancienne Champagne-Ardenne, APS Vosges pour les Vosges, et puis différents réseaux sur l'Alsace avec une fusion qui a pu avoir lieu donc, sous un nouveau nom, donc le pôle APSA pour l'Alsace. Donc, c'est un dispositif qui a été lancé donc, en septembre 2018 avec 3 objectifs. Donc, tout d'abord, d'améliorer la santé et la condition physique des patients en région Grand Est, de pouvoir permettre aux médecins d'orienter en toute sécurité leurs patients vers un dispositif unique
avec le même fonctionnement sur toute la région, donc sur prescription médicale, et puis bien dernièrement de permettre aux bénéficiaires de reprendre une activité physique en toute autonomie. Alors voilà bien sûr le comité stratégique du dispositif. Alors qui est déjà d'abord éligible à ce dispositif? Donc on va prendre en charge des personnes adultes, donc à partir de 18 ans, avec des limitations fonctionnelles légères à modérées, donc ça qui sont déterminées selon le médecin. Et depuis le 1er octobre 2022, donc, il y a eu un élargissement des publics pris en charge dans le dispositif, et nous prenons donc tout ce qui va être Covid long, donc depuis le 1er octobre, dans le cadre du dispositif. Donc une personne qui serait concernée par un Covid long, et j'insiste, pas forcément reconnue ALD du coup au niveau de l'assurance maladie, peut bénéficier du dispositif. Donc simplement le patient du coup va demander une prescription d'activité physique à son médecin, sachant que les médecins ont un exemple, mais si on n'a pas celui-ci en question et qu'on a simplement sur une ordonnance lambda prescription d'activité physique, ça ira très bien pour nous. À la suite de cette prescription, le patient va prendre contact avec le petit numéro unique que vous voyez en bas de la diapo. Et en fonction de son lieu d'habitation, il va être redirigé vers un professionnel de l'activité physique, donc directement via le numéro unique, au plus proche de chez lui pour réaliser un bilan. Ce bilan va permettre d'évaluer la condition physique et la motivation du patient, de faire un compte-rendu bien sûr au médecin prescripteur et de proposer donc un accompagnement spécifique avec des séances qui seront donc bien sûr totalement prises en charge en tout petit groupe et pour permettre aux patients de reprendre une activité physique en toute sécurité et adaptée et avec un suivi auprès de son médecin. C'est un dispositif c'est une prise en charge qui est sur 1 an et demi, avec progressivement une prise en charge qui se diminue et qui est moins individualisée, puisqu'on va vraiment commencer avec un bilan en présentiel et peut terminer par des appels téléphoniques où on va bien vérifier que le patient continue son activité physique et est content bien sûr de sa prise en charge. Donc voilà, aujourd'hui, ça représente 12 000 patients sur la région Grand Est qui ont pu bénéficier du dispositif, dont notamment 5 000 sur les départements Meurthe-et-Moselle, Moselle et Meuse. Et vous pouvez retrouver donc, sur le site internet prescrimou-grandest.fr l'offre qui est proposée dans le dispositif. Sachant que voilà, aujourd'hui, sur ces 3 départements-là, on a une offre. Bon, la Meuse est encore un territoire un peu plus rural, bien évidemment, avec une offre un petit peu plus compliquée à déployer, mais en tout cas, sur la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, on a une offre à moins de 10 minutes, quel que soit le lieu d'habitation des patients. Voilà pour le dispositif. Et écoutez, si en tout cas vous avez des questions concernant le dispositif, je vous laisse mon adresse mail, et puis n'hésitez pas à appeler le numéro unique aussi si vous avez d'autres questions. Voilà, il y a je vous juste remercie. une question. Merci beaucoup. Il y a une question qui dit: il faut justifier d'un courrier médical avec le diagnostic de Covid long, compte rendu de consultation post-Covid pour bien justifier d'une prise en charge. Alors nous, on n'a pas besoin d'un courrier médical qui justifie cette prise en charge. Il nous faut simplement la prescription d'activité physique où c'est indiqué comme quoi c'est dans le cas d'un Covid long, et donc ça nous suffira amplement. Ok. Merci tout plein. Merci à vous. Merci beaucoup. On arrive à la dernière présentation. Covid terme, Gisèle, Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, je serai brève. Donc, Covid terme, une étude qui est portée par l'ARS, le Conseil national des établissements thermaux, la région Grand Est et la métropole du Grand Nancy. Cette étude Covid terme vise à évaluer l'intérêt d'un traitement thermal versus un traitement qu'on peut appeler à sec en ville, notamment l'hydrokinésithérapie et les soins hydrothermaux. Ce projet est porté par le CHRU de Nancy, rattaché à l'Institut européen du thermalisme, et bénéficie du soutien méthodologique du CIC-EC. La pause suivante. L'objectif principal de ce protocole, donc de ce projet où il y aura 2 groupes, donc un groupe qui bénéficiera d'un traitement thermal et un autre groupe qui bénéficiera d'une prise en charge conventionnelle en soins primaires, et d'évaluer à 2 mois si un de ces protocoles apporte une amélioration en termes de qualité de vie. Donc le jugement principal sera 2 mois. Donc ça va être un projet assez court, du moins sur le temps,
pour pouvoir obtenir une réponse rapide. Diapositive suivante. Voilà. Alors, à côté de cet objectif principal, il y aura d'autres objectifs. Bien, on va suivre ces patients pendant 12 mois. On va évaluer les symptômes persistants. On va évaluer la reprise d'activité professionnelle et comparer les deux protocoles entre eux. Diapositive suivante. Les critères d'inclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on va s'intéresser à des personnes qui sont porteuses d'un syndrome post-Covid. Et dans cette étude, on n'inclura que des personnes qui n'ont pas été hospitalisées, parce que pour faire la preuve de concept, on voulait éviter d'avoir des patients qui avaient bénéficié de soins de réanimation ou autres, qui auraient pu interférer avec les symptômes propres du post-Covid. Pour toute cette inclusion, on va être aidé par les centres experts dans le syndrome post-Covid de la région Grand Est et bien sûr par toute l'organisation de la PTA et du post-Covid. Diapositive suivante. Les critères d'exclusion, c'est simplement, c'est surtout des symptômes graves ou aigus, qu'elles soient cardiovasculaires, respiratoires, psychiatriques ou autres. Diapositive suivante. Donc, on pense inclure dans cette étude 200 patients. 100 auront le protocole thermal et 100 auront le protocole traditionnel. 4 centres thermaux vont être impliqués. Nancy Thermal à son ouverture en mai, Amnéville-les-Thermes, Contrexéville et Vittel dans les Vosges. La période d'inclusion est prévue sous 12 mois et la durée prévue de l'étude est de 2 ans avec un suivi des patients pendant 12 mois après le traitement. Diapositive suivante. Voilà, donc ça c'est le schéma de l'étude. Diapositive suivante. Donc les patients seront suivis d'un point de vue clinique par le médecin et le kinésithérapeute. Le kinésithérapeute va jouer un rôle important. Des kinésithérapeutes qui auront été formés spécifiquement à la prise en charge des patients porteurs de Covid long. La présélection sera donc faite via CAPCOV. Et par ailleurs, ce qui est important de souligner, bon, bien sûr, il y aura tout le suivi par les échelles qui ont été décrites précédemment. Et il y a une chose qui est importante à souligner, c'est que tous les patients, qu'ils soient dans le bras cure thermale comme dans le bras conventionnel, auront un accompagnement psychologique sous forme d'un bilan d'évaluation et de téléconsultation. Diapositive suivante. Voilà, alors le protocole est finalisé. Nous sommes en train de créer les documents de l'étude, de le soumettre au CPP pour ce mois-ci. Ensuite viendra la phase avec une mise en place de l'étude et l'ouverture des centres prévue pour mai 2023, à l'heure où ouvrira Nancy Thermal. Alors, pour toute information complémentaire, je vous ai également laissé une adresse à l'Institut européen du thermalisme que vous pouvez noter et nous sommes à votre disposition pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gisèle. Voilà, on avance, il y a de l'innovation, on a voulu vous le montrer en dernier élément. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire, on a vraiment dépassé le temps, mais les interventions étaient toutes passionnantes et bien structurées. Je vais laisser Thomas Mercier de l'ARS terminer, conclure ce webinaire en vous disant qu'il y aura un lien sur le site de l'agence pour revoir, que sauf opposition des auteurs des diaporamas, ils seront à disposition également. Et que voilà, on est aussi à disposition s'il y a la moindre question complémentaire ou des choses qui n'ont peut-être pas été bien comprises lors de cet exposé. Voilà, on vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Thomas pour conclure. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire très très court parce qu'on a pris beaucoup de retard. Merci à tous les participants aujourd'hui ainsi qu'aux intervenants pour votre mobilisation. Merci aux organisateurs pour la tenue de ce webinaire. Donc merci Eliane et je vous laisse transmettre également au reste de l'équipe. Les échanges aujourd'hui qui sont tenus montrent que le Covid long, c'est encore aujourd'hui des situations qui sont complexes pour les patients, leur entourage et les professionnels qui les accompagnent. Face à cela, je crois que le webinaire a rempli ses objectifs,
clarifier les circuits de prise en charge, identifier les embûches qui demeurent dans ces parcours et apporter des perspectives nouvelles au travers de toutes les actions que vous mettez en place, de tous les accompagnements et de toute la structuration des parcours que vous avez su construire. On a encore du chemin, on peut toujours faire mieux, mais un immense merci à vous toutes et vous tous pour eh bien, tout ce que vous déployez. Donc, je ne serai pas plus long, puisqu'on a pris beaucoup de retard encore une fois, donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Bon après-midi. Merci.